présence pour ce dernier conseil de l'année. Je déclare ainsi la séance ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Monsieur Francis Brouet. Celles et ceux qui s'en sont d'accord veulent bien le manifester en levant la main. Avis contraire, abstention. Monsieur Brouet, je vous invite de bien vouloir faire appel des membres présents de notre assistance. À vous. Bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur Fabien Tchémé, Marie-Thérèse Houret, Monsieur Alain Mamolo, Monsieur Didier Caillé, Monsieur Bernard Évrard, Madame Virginie Melki-Tétini, Madame Rita Canas, Madame Laurence Morel, Monsieur Jérôme Lemans, Monsieur Jules Caillard, Madame Françoise Legros, Madame Thérèse Zaoui, Monsieur Francis Brouet, présent, Madame Gilles Damassard, donne procuration à Madame Laurence Morel, Monsieur Chara Frifaille, Monsieur Jean-Philippe Vitran, Madame Anna Zanelli, Monsieur Yves Floquet, Monsieur Serge Lecadir, donne procuration Monsieur Fabien Tchémé, Monsieur Christian Châtelain, Madame Elisabeth Vanecker, Madame Isabelle Jalin, Madame Emmanuelle Bouguera, Madame Stéphanie Soyer, Monsieur Christian Anquet donne procuration Madame Marie-Thérèse Houret, Monsieur Carlo Di Marcantonio, Madame Audrey Lyon donne procuration à Madame Thérèse Zaoui, Monsieur Patrick Lemaire, Monsieur Denis Degan, Madame Jeanne-Marie Binot, Madame Céline Platel-Thuin, Madame Assia Costanzo et Monsieur Jean-Noël Verfeuilly. Voilà, l'appel est terminé, Monsieur le maire. Monsieur Francis Brouet, concernant le procès-verbal donc de notre séance du conseil municipal du 25 octobre écoulé, avez-vous des remarques? Bien. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. J'en viens à mon propos introductif. Tout d'abord, mesdames, messieurs, chers collègues, je ne pouvais, vous comprendrez bien, débuter mon propos sans dire un mot de l'attaque à l'arme automatique qui a endeuillé, notamment la capitale de Noël, Strasbourg, hier soir. En notre nom à tous, je tiens à adresser ce soir aux familles des victimes, aux blessés, aux Strasbourgeoises, aux Strasbourgeois, l'assurance de tout notre soutien. Strasbourg ou par ailleurs, en ce jour, le tribunal a mis en délibéré au 19 décembre sa décision concernant l'offre de reprise d'Ascoval Saint-Saulve par le groupe Altifort. Par ailleurs, depuis lundi, les signaux sont au vert, comme on aura pu l'entendre ou le lire, puisqu'à l'issue d'une ultime réunion à Bercy, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé le bouclage du plan de financement du projet de reprise, grâce à l'effort substantiel des acteurs publics, à savoir Valenciennes Métropole à hauteur de 10 millions d'euros, la région des Hauts-de-France à hauteur de 12 millions d'euros et l'État pour 25 millions. Au total, Altifort annonçait ainsi avoir pu réunir 152 millions d'euros, dont 35 millions de fonds propres. C'est donc dans ce contexte que les salariés et la direction d'Ascoval, raisonnablement confiants, attendent avec impatience la décision qui tombera mercredi prochain. Vous comprendrez que je me dois également de parler rapidement du mouvement qui agite notre pays en cette fin d'année, celui des Gilets jaunes. Si l'on peut en effet comprendre le ras-le-bol qui a présidé à la montée de la grogne des Françaises, des Français, cette exaspération, née du matraquage financier dont ils font l'objet, on ne peut donc que condamner fermement
les dérives de ces derniers temps. La violence, le vandalisme, les attaques en direction des symboles de la République et les agressions physiques de ses représentants. Sous la pression de ce mouvement populaire, le président de la République a cependant été contraint de proposer plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat des familles, parmi lesquelles la hausse du SMIC de l'ordre de 100 € et l'annulation de la CSG pour les retraités et gagnant moins de 2 000 €. Une prime laissée en fin d'année au bon vouloir des entreprises. Sans oublier la suppression de la taxe carbone. Pour autant, vous comprendrez bien que j'adhère à cette idée que le compte n'y est pas. Le président de la République a par ailleurs invité les Françaises et les Français à se rapprocher de leur maire, alors que les dotations aux collectivités locales ne font que reculer d'année en année sous les formes les plus diverses, et ce de manière drastique. Que la ville de Marly, par exemple, à elle seule, a pu pâtir d'un manque à gagner de 1 600 000 € sur les 4 années écoulées. Et on nous demande encore, et de nouveau, d'endosser encore plus de responsabilités. Mais la question se pose tout simplement, où allons-nous? C'est pourquoi dans cet élan de colère qui s'exprime dans tout le pays, dans cet élan d'espoir qui anime le pays en cette fin d'année, j'ai décidé de vous informer solennellement et officiellement en ce jour que j'instaure dès à présent les cahiers de doléances destinés à faire remonter les attentes de la population, des familles les plus diverses, des jeunes, des chômeurs, de celles et ceux des couches moyennes qui en ont assez de cette vie qui est devenue impossible. Et faire remonter notamment toutes ces doléances au sein du plus haut niveau de l'État. Quelques dates. Le 6 décembre dernier, se sont déroulées enfin les élections professionnelles de la fonction publique. Il s'agissait pour cette même fonction publique territoriale de désigner les représentants du personnel pour les 4 prochaines années au sein du comité technique et de la commission administrative paritaire. Je veux donc ici saluer les syndicats qui se sont mobilisés pour cet important moment de la vie démocratique et syndicale. Le 26 octobre écoulé, Marly obtenait, quel bel événement, sa 2e fleur au concours des villes et villages fleuris. Une distinction qui vient ainsi récompenser le travail du service des espaces verts de notre ville, chargé de mettre en œuvre la politique décidée en 2008 en matière d'environnement et de cadre de vie sous la responsabilité notamment de notre collègue Jérôme Léman. Lors de la remise officielle du label, le 26 novembre dernier, au théâtre de Cambrai, j'ai ainsi eu l'occasion de remercier tous les acteurs de cette belle réussite. Les agents, tout d'abord, des espaces verts de Marly, sous la conduite du directeur des services techniques, M. Jean-Pierre Van Heneghem. Je leur renouvelle ici, en mon nom, en votre nom à tous, mes félicitations et remerciements. Enfin, en matière d'environnement et de cadre de vie, citons encore les travaux de la zone d'expansion de crue portée par Valenciennes Métropole et qui devrait débuter en 2019 par un aménagement des abords du moulin souverain de Marly. Cet investissement de 1 300 000 € va ainsi participer et contribuer à la lutte contre les inondations engagée par notre agglo et va contribuer à la sécurité des biens et des personnes des secteurs concernés. Le mois de novembre a également été marqué par une série d'événements, témoins de la richesse de notre vie municipale, la commémoration du centenaire de l'armistice dans le cadre d'animations diverses, expositions assorties d'un jeu concours, conférences, sans oublier la participation d'associations de Marly au défilé du 11 novembre. Point d'orgue de ces manifestations, la représentation de la comédie musicale La fiancée du poilu, qui a réuni
près d'1 millier de personnes à la salle du Mont, en 2 représentations, dont une pour les scolaires. Quel bel apport au devoir de mémoire. La fête des assistantes maternelles, organisée cette année sur le thème des contes, précédée de quelques jours un autre rendez-vous important. Pour les tout petits de Marly, l'inauguration de la structure Les Premiers Pas, en lieu et place de l'ancien logement de fonction de l'école Jean Rostand, réalisation très chère à notre première adjointe, Marie-Thérèse Ouret-Ledroll, et bien entendu aux services concernés. Attendu enfin des professionnels de la petite enfance et des familles, ce bel équipement abrite ainsi dès à présent le LAP, le lieu d'accueil enfants-parents, le réseau des assistantes maternelles, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire, et a représenté un investissement de plus de 100 000 €. Du côté des seniors, c'est le goûter des aînés qui a encore connu un beau succès, avec plus de 250 convives réunis à la salle des fêtes. Les aînés qui reçoivent en ce moment, d'ailleurs, le traditionnel colis de douceur, destiné à égayer les fêtes de fin d'année. Plus de 2000 colis vont ainsi être distribués. Un chiffre d'ailleurs à rapprocher des quelques 1400 sachets de brioche, chocolat et clémentine en cours de distribution auprès des enfants de nos écoles, au nombre de 11, lesquels bénéficient également en cette fin d'année d'un spectacle de Noël adapté à leur âge. Au pied du sapin, spectacle de marionnettes à fil proposé par la compagnie Histrion pour les enfants et maternelles. Wigo et Bulls, un spectacle interactif sur l'univers du cirque proposé par la compagnie Souka pour les écoles élémentaires. Une initiative, oui, propre à la ville de Marly. Et un investissement de près, mesurons l'importance dans le cadre de notre action culturelle, de près de 15 000 € en faveur de l'accès à la culture pour notre jeunesse. Enfin, la solidarité. À Marly n'est pas un vain mot. Et la générosité des habitants s'est encore incarnée dès le premier week-end de décembre, avec la participation d'une vingtaine d'associations au Téléthon. Le week-end dernier, enfin, et malgré les conditions météorologiques difficiles que nous avons connues, les familles de Marly ont largement profité des animations de notre marché de Noël, dont le point d'orgue fut sans conteste le spectacle laser du samedi soir, précédant le feu d'artifice et la descente du Père Noël. Côté travaux, citons seulement le démarrage du chantier du futur restaurant scolaire Marie Curie, qui va bon train, un équipement de près de 1 900 000 € attendu des familles, ou bien encore la construction du nouveau Lidl avec giratoire avenue Paul Vaillant-Couturier dans le cadre du projet de déménagement et d'extension du Lidl. 2 chantiers menés tambour battant depuis quelques semaines, et ce, conformément au calendrier annoncé. Vous le voyez, Marly ne faillit pas à sa réputation de ville en permanence effervescente. Et sur ce, je vous propose, chers collègues, de passer à l'ordre du jour, avec, en premier lieu, la délibération suivante. Alors, autorisation de liquider, mandater et engager les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2019. Cette délibération sera présentée par notre collègue, Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll. À toi, Marie-Thérèse. Merci, Monsieur le maire. Conformément au Code général des collectivités territoriales et son article L 1612-1, dans le cas où le budget de la commune n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il peut également
mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à chaque échéance avant le vote du budget. Enfin, jusqu'à l'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Afin d'assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2018. Merci Madame Le Droll. Avez-vous des questions sur cette délibération? Aucune main ne se levant, je vous invite à passer à l'adoption de celle-ci. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et avant de céder de nouveau la parole à Madame Marie-Thérèse Ouret-Le Droll sur cette délibération qui est une avance sur subvention au CCAS du budget 2019, je voudrais vous faire part à un moment donné d'une décision importante qui vient d'être prise, et ce, à ma demande, auprès du CIMOV. Chacun sait que les personnes handicapées, donc personnes à mobilité réduite, bénéficiaient de 10 tickets de transport gratuits via les CCAS des communes du Valenciennois. Aussi, depuis cet été, cela avait été arrêté. Bien entendu, la colère s'est exprimée à juste titre. J'ai été porteur avec notre collègue première adjointe, Marie-Thérèse, de ce mouvement. Et en ce sens, avec Anna Zanelli, qui est conseillère déléguée aux personnes âgées handicapées, et suite à un entretien que j'ai pu avoir hier avec la présidente du CIVOUZ, Madame Anne-Lise Dufour, suite à la rencontre en ce jour des services concernés, tant du CIMOV que du CCAS, la conclusion est la suivante. Dès le 1er janvier 2019, la situation sera rétablie et toutes les personnes à mobilité réduite bénéficiant, comme on dit, d'une carte de transport, d'invalidité à 80% et plus, pourront retrouver ces 10 tickets qui avaient été abandonnés. Je pense que c'est une bonne chose. Et immédiatement, je cède la parole à Madame Marie-Thérèse Ouret-Le Droll pour cette délibération. À toi, Marie-Thérèse. Merci, monsieur le maire. Il est rappelé aux membres du conseil municipal que le budget du centre communal d'action sociale est financé pour partie par une subvention communale généralement votée lors de l'adoption du budget primitif. Ce dernier pouvant être adopté jusqu'au 15 avril ou le 30 avril, l'année de recouvrement de renouvellement de l'Assemblée, le conseil municipal peut néanmoins accorder des subventions avant le vote du budget dans la limite des crédits votés au cours de l'exercice précédent. Afin d'assurer une trésorerie suffisante et de permettre le paiement des charges de personnel et le versement de secours urgents pendant le premier trimestre 2019, il est proposé d'accorder au Centre communal d'action sociale un acompte de subvention de 50 000 €. Cette avance sera prise en compte lors du vote par le conseil municipal de la subvention annuelle de fonctionnement du CCAS. Il est précisé que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à verser au CCAS un acompte de subvention de 50 000 € sur le budget 2019. Avant, monsieur le maire, de clôturer et de voter ou de voir s'il y avait des interventions, j'aurais aimé parler un petit peu quand même du CCAS pour toutes les personnes qui, en partie, ne connaissent pas le fonctionnement ou pour tous les gens qui ne sauraient pas ce que le CCAS fait et donne comme prestation aux habitants de Marly. Alors, depuis 2008, la municipalité poursuit forcément une stratégie financière qui consiste en la maîtrise des charges à caractère général, tout en maintenant un niveau de service de qualité. Continuer les efforts de maîtrise des dépenses, de fonctionnement, remboursement de la totalité des emprunts, assurer les missions obligatoires, continuer à venir en aide aux personnes les plus fragilisées. Dans ce contexte social qui se dégrade, le CCAS, en liaison avec les services de la ville, propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité
ou de difficultés sociales touchant les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. La lutte contre les exclusions se traduit par l'accompagnement social au travers d'interventions sociales en faveur des familles. Alors je voudrais préciser quelques points quand même qui sont importants et qui ne sont pas les moindres. Aide en faveur des personnes âgées. Alors aide au maintien au domicile, constitution des dossiers d'appât, la téléalarme, le portage de repas à domicile, les services de travaux à domicile, le jardinage, les petits travaux en liaison avec l'USI-Service. Aide en faveur de la solidarité aux personnes âgées, préparation du goûter des aînés, banquet des aînés, leur sortie, la semaine bleue, l'accompagnement social des personnes âgées, constitution de dossiers d'aide sociale, obligations alimentaires, demande de retraite, demande d'ASPA, minimum vieillesse, demande d'aide alimentaire. La lutte contre la précarité, l'accompagnement budgétaire de près de 300 familles bénéficiaires des chèques d'accompagnement personnalisés, l'arbre de Noël pour ces enfants qui ne bénéficient malheureusement pas d'un Noël comme ils pourraient le prétendre, soutien aux associations d'insertion ou aux associations caritatives, telles que les équipes Saint-Vincent, les Restaurants du Cœur, le Secours populaire, convention de partenariat pour gagner du pouvoir d'achat avec la mutuelle juste, le ramonage des cheminées, même si pour certains c'est de l'amusement, mais sachez quand même que quand une famille, pour faire ramoner sa cheminée, gagne 20 à 30 euros, et bien c'est 20 à 30 euros qu'elle peut mettre aussi dans son budget pour pouvoir manger et quelquefois essayer d'aller un peu plus loin dans le mois. La santé, constitution du dossier CMU et aide complémentaire en liaison avec les CPAM, accompagnement des familles et mise en relation avec les partenaires de santé ou au club de prévention, travail en liaison avec le centre gériatrique de Valenciennes concernant la maladie d'Alzheimer et toutes les maladies apparentées, ce qui n'est pas négligeable puisqu'aujourd'hui, beaucoup malheureusement de personnes âgées souffrent de ces pathologies. L'insertion professionnelle, réunion d'information afin de mobiliser les demandeurs d'emploi concernant l'offre de formation, réunion d'information aussi organisée en liaison avec Pôle emploi pour le recrutement dans les domaines du commerce. Sachez qu'on a travaillé aussi pour le recrutement quand on a eu Action qui s'est installé à Marly, quand on a eu Leclerc à Valenciennes, on a travaillé avec Pôle emploi pour essayer de trouver des formations et même aussi du travail pour les habitants de Marly qui malheureusement souffrent du chômage. Et dans le domaine de l'industrie ou du magasinage, plateforme Amazon, Seven Nord et Toyota, ou l'entreprise MTM à Saint-Amand, qui recherche toujours des soudeurs et où on travaille toujours avec les gens de Marly pour savoir qui pourrait avoir le profil pour enfin pouvoir travailler. Un forum pour l'emploi qui est organisé chaque année et le suivi des 200 allocataires du RSA pour la remobilisation vers l'emploi et l'accès ou le rétablissement des droits, lever les freins sociaux, remobilisation vers l'emploi. Quant au handicap, accompagnement des personnes pour l'accès aux droits, aide à la constitution des dossiers MDPH, à la demande d'âge, la pension d'invalidité, les prestations de compensation du handicap, travail en liaison avec les partenaires, pour vous dire quand même que Monsieur le maire parlait tout à l'heure des tickets de bus, grâce à l'action quand même menée par Monsieur le maire et le CCAS de Marly, toutes les villes environnantes vont pouvoir eux aussi rebénéficier de ces chèques transport, de ces besoins de transport pour les personnes qui ont une carte d'invalidité à 80% et plus. Pour la mobilité, aide à la mobilité pour les personnes âgées, proposition du pass senior pour les personnes non imposables pour 15 € par mois, constitution des dossiers pour le pass City permettant d'attribuer sous condition de ressources un abonnement mensuel de transport dans les réseaux Transvilles et aide à la mobilité donc des personnes à handicap, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, par rapport au ticket. Alors, je voudrais simplement quand même dire que le CCAS, ce n'est pas un endroit où on se contente de très peu et où on n'écoute pas les gens, bien au contraire. Quand on a des réunions de CCAS, nous demandons aux gens de faire beaucoup de propositions. Malheureusement, personne n'en fait, ou très peu de personnes. Et en tous les cas, malheureusement, pas les personnes qui ensuite critiquent l'action menée par le CCAS. Donc, je voulais quand même le dire, parce que c'est important. On ne peut pas démobiliser du personnel en disant n'importe quoi. Voilà, alors je voulais quand même aujourd'hui vous apporter ces précisions. Merci.
Très bien, Madame la Première adjointe. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Monsieur Jean-Noël Verfeil. Un petit mot quand même, monsieur le maire. Pas que je me sente du tout concerné par les allusions de Madame la Première adjointe, qui, je pense, ne m'étaient pas forcément destinées. Sur les critiques, je suis très content d'apprendre que le CCAS de notre ville remplit les missions qui sont les siennes. Et donc, on votera l'avance sur subvention, qui est l'objet de la délibération concernée. Merci beaucoup. Très bien, pas d'autres demandes d'intervention? Non, je regarde sur ma droite. À gauche, il n'y en a plus. Je voudrais à mon tour, en tant que maire de cette ville et président de CCAS, saluer la richesse du travail qui est déployé par les services, sous l'impulsion de toute une équipe. Il y a, comme on dit, Marie-Thérèse, il y a Anna, il y a les personnels qui travaillent dans l'ombre, qui sont confrontés aux dures réalités de la vie, que le développement de la crise. C'est le chômage, c'est l'impossibilité de payer les factures, c'est l'impossibilité de faire face notamment aux fins de mois, l'impossibilité notamment de créer les conditions pour élever nos enfants, pour qu'ils aient droit aussi de pouvoir se nourrir, se loger. Ce sont les difficultés les plus criantes, c'est l'exaspération. Et face à ça, quand on a de telles responsabilités, il faut tenir bon et réfléchir avec celles et ceux qui sont concernés, comment on va pouvoir agir, comme c'est le cas, même si ça fait rigoler. Je le regrette beaucoup de voir ce genre d'attitude au sein de notre Assemblée, chers collègues de l'opposition, mais je pense que la dignité devrait être au rendez-vous. Je pense que le respect d'autrui devrait être également au rendez-vous. En ce sens, je veux vous apporter à nouveau le soutien qui s'impose auprès des élus qui ont en charge ces dures réalités et ces missions ô combien difficiles, délicates, qui les assument avec esprit de responsabilité. Et dans le même temps, je vous demanderai, Madame la Présidente du CCAS, en tant que vice-présidente, de transmettre au personnel notre soutien. Voilà. Et vis-à-vis d'un tel CCAS, je pense que là aussi doit régner l'esprit de responsabilité. En ce sens, en ce qui me concerne, Monsieur le DGS, je crois que vous serez également à mes côtés pour encourager le combat qui est mené par celles et ceux qui travaillent de nouveau dans l'ombre et pour faire en sorte que, eh bien, avec espoir, nous puissions vivre à Marly, comme dans d'autres communes, des jours meilleurs. Voilà, j'en ai terminé là. Alors, celles et ceux qui sont pour adopter cette avance sur subvention au CCAS se manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons ensuite avec Madame Marie-Thérèse Houret-Ledroll à l'attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal. Merci, Fabien. Vu l'article 97 de la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leur établissement public aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable, les receveurs des communes sont autorisés à fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Ces prestations facultatives donnent lieu à versement d'une indemnité dont le calcul est fixé selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Cette indemnité s'établit sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, hors opération d'ordre, et afférente aux 3 derniers exercices précédents. Considérant que M. Bernard Dominique est nommé receveur municipal au 1er juillet 2017
et a exercé ses fonctions toute l'année 2018. Il est donc proposé au conseil municipal de décider du versement en faveur de M. Dominique Bernard, en sa qualité de receveur municipal de la commune, du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'une indemnité de conseil au taux de 100%. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération? Oui, monsieur Verfailly, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Alors, sur ce point, je voudrais intervenir parce que, évidemment, le receveur municipal a plusieurs missions, mais il délègue dans ses missions celle de la régie municipale et il contrôle le fonctionnement de la régie municipale. Donc, on peut s'interroger quand même sur le fait de lui verser une indemnité de conseil à 100%, alors que ce contrôle a été mis en défaut et une délibération qui arrivera plus tard dans notre ordre du jour y fait référence. Et également sur l'emprunt qui a été réalisé par la commune sur les carrières souterraines, dont je vous ai déjà parlé du manque de pertinence à mes yeux. Et je sais que par ailleurs, vous travaillez également avec un cabinet privé qui vous assiste sur les questions de finances publiques. Donc l'un plus l'autre, le défaut de contrôle et le défaut d'assistance, ça me paraît quand même faire beaucoup de choses pour qu'on puisse autoriser le vote d'une indemnité de conseil à taux de 100%. Il faut quand même se demander légitimement quelle est la qualité de ce conseil. On s'abstiendra sur cette délibération. Bien, après monsieur Verfailly, monsieur Alain Mamoulot. Juste pour compléter ce que vient de dire monsieur Verfailly, on aimerait quand même savoir quel est le montant de cette rétribution. Bien, monsieur l'adjoint aux finances, monsieur Didier Caillé, je vous en prie. Oui, alors moi je voudrais tout d'abord répondre à monsieur Verfailly concernant ce qu'il vient de nous dire sur la perception, le percepteur et le personnel de la perception. Vous n'êtes pas sans ignorer le problème qu'il y a eu avec les régies au retour donc des vacances. Je tiens quand même à vous signaler que les régies, cette régie, ce régisseur du moins et ces 3 régies ont été contrôlées par la perception en date du 20 décembre. Aucune anomalie n'a été constatée par le chargé par la perception de vérifier ces régies. Le deuxième point, pourquoi avoir gardé de l'argent de décembre à, disons, au moment des vacances? Je tiens à vous signaler également que la régie la plus importante étant celle de la brocante, les dépôts de fonds des personnes qui réservaient leur emplacement a eu lieu sur le mois de juin et le mois de juillet. Et il n'y a aucune obligation, et j'avais échangé, M. Verfailly, avec une de vos collègues, il n'y a aucune obligation dans les régies de déposer l'argent, on peut très bien le garder. Le fait de nous avoir dit, moi, quand j'étais régisseur, je déposais l'argent sitôt que j'en avais. Malheureusement, ce n'est plus comme ça maintenant. C'est sur rendez-vous et certains jours de la semaine. Donc, pour moi, le régisseur n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au niveau des régies. Il a fait son travail correctement. Et moi, j'engage et je demande à tous mes collègues de voter pour cette indemnité du régisseur. Bien, il y avait une autre question qui était posée par notre collègue Alain Mamoulot, à savoir quelle était notamment la somme versée. Celle-ci est de 2051 €. 2051 €. Voilà, sur ce, je propose de passer au vote de cette délibération. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, l'opposition, 6 voix. Et donc, cette délibération est donc adoptée. Et nous passons ensuite avec la décision modifique numéro 2, avec toujours Madame la première adjointe, Madame Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle. À toi, Marie-Thérèse. Merci, Fabien. Le budget primitif 2018 de la ville a été adopté par le conseil municipal en séance du 29 mars 2018, sur la base des prévisions de dépenses et de recettes connues à l'époque. La décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre préalablement voté
doit être modifié. Seules les dépenses et les recettes non prévues peuvent être inscrites en décision modificative. Des événements imprévus nous amènent à effectuer des modifications. De plus, il est nécessaire, en fin d'année, de procéder à divers ajustements comptables. Donc, vous avez le détail des opérations qui vous sont présentées dans le tableau ci-dessous, avec le fonctionnement, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Alors, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette décision modificative. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Alors, je vois. Tout d'abord, mademoiselle Rita Canas et ensuite madame Céline Platel-Thuin. Monsieur le maire, lors de la dernière commission des finances, je vous avais adressé un mail au nom de mes collègues et du groupe des élus socialistes, démocrates et républicains sur la question du personnel non titulaire, la somme de 40 000 € ajoutée qui correspond et dont le motif était marqué versement sur chapitre 012 pour éviter un dépassement. Vous m'avez donné une explication non pas écrite mais orale lors du bureau municipal en m'expliquant qu'il y avait des non titulaires qui avaient été recrutés sur une question de l'animation jeunesse. J'ai pas eu donc d'écrit. Je sais que vous avez l'habitude de répondre à chaque élu par écrit, et donc je vous demande d'avoir une réponse écrite sur cette question. Mais je voudrais, par rapport à cette décision modificative, nous demandons, Monsieur le maire, que l'ensemble des élus du conseil municipal ait sur l'année pour 2017 et pour 2018 un tableau qui reprend le nombre de non titulaires qui est recruté dans cette collectivité, par pôle et par service et par fonction qu'il occupe. Pourquoi ? Parce que là, c'est que 40 000 €. Mais tout à l'heure, on va parler du tableau des effectifs et c'est très compliqué de faire un tableau des effectifs. De toute façon, c'est très informel. Et donc, on parle toujours des avancements d'échelons, etc. Ça, c'est une chose et il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout sur les non-titulaires. Et donc, et quand je parle de non-titulaires, je parle des besoins occasionnels, mais je parle aussi de remplacement, etc. Donc, il serait quand même très intéressant d'avoir, sur l'année 2017 et 2018, la connaissance des recrutements qui sont faits au sein de la ville. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. Ensuite, la parole à madame Céline Platel-Thuin. À vous, madame. Monsieur le maire, j'aimerais vous faire part de 2 remarques au nom de notre groupe. La première, on s'étonne beaucoup de n'avoir aucune marge de manœuvre sur ce chapitre et de devoir en fin d'année rajouter 40 000 €, surtout sur une masse salariale qui ne fait ces dernières années qu'augmenter et qui ne diminue jamais, même quand notre personnel diminue, ce qui était le cas avec la disparition des nappes. Hein, c'est pas pour, on a diminué le nombre d'animateurs qui étaient employés, c'est pas pour ça que notre masse salariale a baissé. La deuxième remarque, c'est sur effectivement la justification que vous m'avez donnée en commission des finances. Depuis, j'ai étudié le décret en question et je pense que vous avez dû vous arrêter à la première partie du décret et ne pas étudier la deuxième partie du décret qui prévoit effectivement, dans un premier temps, la première partie prévoyait que quand vous avez un encadrement à faire sur des enfants de moins de 6 ans en périscolaire, l'encadrement qui était avant de 1 pour 10 passe à 1 pour 8 au-delà de 5 heures d'encadrement. Pour les enfants de plus de 6 ans, il passe de 1 pour 14 au lieu de 1 pour 12. Mais dans la deuxième partie du décret, on nous dit que ces conditions peuvent être allégées si la collectivité se dote d'un projet éducatif territorial. Le fameux projet éducatif territorial qu'on vous avait déjà réclamé, souvenez-vous du temps des nappes, c'est un projet qui permet de donner du sens à ce que font vos animateurs, ce qui était une grande avancée d'ailleurs pour notre système d'animation, puisqu'il permet au-delà de l'animation de rentrer
vraiment dans le projet scolaire et dans le projet éducatif, être un prolongement de l'école. Ce qui me paraît être important pour donner du sens également à vos temps d'animation et vos temps de garderie. Et c'est important de donner du sens aux apprentissages des enfants. Et on sait que même jouer, pour un enfant, c'est très important. Et quand vous lisez bien ce décret, il vous dit que, bon, il allège, par contre, les conditions. Et au lieu de 1 pour 10 pour plus de 5 heures d'encadrement, vous passez à 1 pour 14. D'accord ? Et au lieu de 1 pour 14, vous passez pour 1 pour 18. Ce qui vous permet d'embaucher beaucoup moins de personnel. Donc je pense qu'on a suffisamment de personnel compétent à la mairie pour pouvoir rédiger ce projet éducatif territorial. Et puis, si vous l'aviez fait en temps et en heure du temps des nappes, on aurait pu s'en resservir à l'époque. Monsieur Didier Caillé. Oui, alors moi, je voudrais vous répondre concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant donc les 40 000 euros. Vous trouvez un peu aberrant qu'on se retrouve toujours aussi juste. Alors moi, je voudrais quand même vous signaler que conformément à la réglementation de jeunesse et sport, on nous a imposé pour la rentrée de septembre 3 agents au poste de direction, ce qui donc à partir du 1er septembre, ce qui représente un coût de 21 000 euros sur les mois de 2018. Et deuxièmement, nous avons eu cette année une grosse augmentation au niveau de la fréquentation des cantines et du périscolaire, mais également des arrêts maternité où il a fallu donc remplacer le personnel, et ce qui fait de ce côté-là un équivalent de 7 animateurs en temps plein. Alors, le montant donc pour ces 7 animateurs, l'équivalent de 7 animateurs temps plein, représente 42 000 euros. Donc, nous nous retrouvons, si vous voulez, avec une différence au global de 63 000 euros pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Au niveau de l'ADM, nous sommes à 40 000 euros. Hein, donc, nous avions une petite réserve, nous avions une marge de sécurité. Moi, je regrette, au moment de l'établissement du budget, nous ne savions pas combien de personnel allait demander des congés de maternité. Et ça, je crois que personne ne peut le savoir non plus, à moins qu'on fixe des dates limites, si peut-être ça peut vous arranger, mais de notre côté, nous, ça, on ne peut pas le faire. Donc, on avait de la réserve, on demande 40 000 euros, alors que nous sommes en dépassement de 63 000 euros. Hein, donc, ces 63 000 euros sont donc sur le chapitre 12 et seront pris sur le chapitre 22, dépenses imprévues, hein, puisque nous avons une ligne dépenses imprévues qui est mise tous les ans pour justement pallier à ces modifications à apporter. Madame la première adjointe. Merci, monsieur le maire. Je voudrais quand même vous dire, Madame Platel, que heureusement qu'on n'a pas attendu quand même pour faire le projet éducatif. Hein. Le projet éducatif avait bien été fait. Il a été fait donc en 2000. Mais en 2017, rappelez-vous quand même, on a changé le fonctionnement à l'école puisqu'on est revenu à la période à 4 jours et qu'à partir du moment où il y a un changement, on est obligé de réécrire le projet éducatif. Alors, je vous le dis parce que peut-être vous n'êtes pas au courant. Donc, on est en train de le réécrire et ne vous inquiétez pas. On a la CAF aussi qui est venue à plusieurs de nos réunions et qui est très contente quand même du projet éducatif qui est fait pour les enfants de Marly et qui nous encourage à continuer dans ce sens-là. Merci. Bien. Sur ce, les éléments de réponse apportés. À Rita Canin-Sanaspé, oui, effectivement, on a reçu un mail pour la commission finances, mais notre collègue ne pouvait être des nôtres. Et à partir de là, je souhaitais apporter les éléments de réponse en commission de finances, qui a eu lieu, je le rappelle, à 18h, pour permettre à tous d'être présents. Voilà. Ceci étant, je propose de passer aux voix cette délibération. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, donc
Abstention? Contre. Opposition et contre. Et nous passons ensuite, Madame Marie-Thérèse Ourel-Le-Droll dans une délibération qui est annulée et remplacée sur le plan de la fixation des durées d'amortissement. À vous, Madame Marie-Thérèse Ourel-Le-Droll. Merci. L'instruction budgétaire et comptable M14 a introduit dans la gestion des collectivités des procédures telles que l'amortissement, des immobilisations et la tenue de l'inventaire qui vise à améliorer la connaissance des collectivités et à permettre son renouvellement. Pour mémoire, l'amortissement constate la dépréciation irréversible d'une immobilisation dans l'actif de la ville, avec mise en place de crédits budgétaires en vue de son renouvellement et se traduit par une dépense de fonctionnement et une recette à la section d'investissement. Les biens sont classés par catégorie et amortis sur la durée de vie théorique de leur catégorie. En 2017, la ville a mandaté des travaux d'assainissement rue des Iris. Or, ce compte est amortissable, mais la délibération du 22/11/1996 ne le prévoit pas. Vu la délibération du 22 novembre 1996 fixant la durée d'amortissement des biens de la commune, considérant qu'il convient d'ajuster la durée d'amortissement de certains biens en fonction de leur durée de vie, il est proposé au conseil municipal de fixer, à compter de l'exercice 2018, la durée d'amortissement selon le tableau suivant. Donc vous avez vu le tableau, je vais vous épargner de faire toute la lecture. Voilà, donc je vous demande d'accepter et de voter pour ce tableau d'amortissement sur les durées d'amortissement. Merci. Bien, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Aucune demande. Celles et ceux qui sont pour le manifestant levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et nous passons ensuite avec Monsieur Jérôme Léman pour le recensement de la population, le délib qui est annulé, qui est remplacé, notamment par une nouvelle délibération. À vous, Monsieur Léman, à toi, mon cher Jérôme. Merci, Monsieur le maire. Voilà, donc il s'agit de recruter des agents recenseurs pour, comme chaque année, le recensement de la population est fait sur un échantillon qui nous est communiqué par l'INSEE. Là, en l'occurrence, il s'agit de 8% de la population, soit environ 440 logements. Bon, je vais demander quel était le périmètre. Le périmètre, il est diffus. Voilà, et donc pour ça, il faut des moyens matériels, les locaux sécurisés, un bureau seul pour assurer la confidentialité, un accueil téléphonique, une campagne de communication, un courrier individuel aussi sera remis à chaque habitation enquêtée. Donc, concernant les moyens financiers, la commune inscrira à son budget l'ensemble des dépenses spécifiques liées à l'enquête de recensement et en recette la dotation forfaitaire de recensement annuel. Donc, pour information, en 2019, le montant sera de 2198 € qui est calculé en fonction du nombre d'habitants et du nombre de logements. Les agents seront rémunérés à la feuille de logement, 2,50 €, au bulletin individuel, 1,50 € et percevront 30 € par demi-journée de formation. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'ensemble de ces propositions. Très bien. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Celles et ceux qui sont pour le manifestant levant la main. Avis contraire, abstention. Avec Monsieur Jérôme Léman, toujours une délibération qui porte instauration d'une gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur. Je vous laisse la parole, Monsieur Léman. Merci, Monsieur le maire. Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial, vu la loi du numéro 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, vu le décret numéro 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, considérant que des étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation, considérant que le versement d'une gratification minimale dont le montant forfaitaire accordé en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur,
à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois consécutifs ou non. Considérant que la gratification sera versée mensuellement à compter du premier jour du premier mois du stage et correspondrait à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,75 € par heure de présence effective, il est proposé au conseil municipal de décider d'instituer le versement d'une gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus. Le montant de la gratification évoluera en fonction des textes sans qu'il soit besoin de délibérer à nouveau. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents s'y afférents. Voilà. C'est simplement la continuité aussi de la volonté de la commune, au même titre que les contrats d'apprentissage, de pouvoir avoir l'occasion de prendre des stagiaires dans des services spécifiques, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des personnes comme ça pour dire de prendre des stagiaires, mais de leur donner la possibilité de faire de vraies formations avec de vrais encadrants. Et donc, voilà, il y a déjà des réflexions qui sont engagées à ce niveau-là. Merci, Monsieur Léman. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, Monsieur Jean-Noël Verfailly? J'en avais pas parce que je trouvais ça très bien, cette délibération, mais quand M. Léman me dit que c'est dans la même ligne que les contrats d'apprentissage, ça m'inquiète un peu, parce que j'espère qu'il y en aura un peu plus que les contrats d'apprentissage et qu'on pourra avoir des stagiaires au sein de notre collectivité. Bien. Très bien. Étant bien entendu que les questions d'emploi ne vont pas se régler avec les collectivités territoriales, j'en veux pour preuve notamment la manifestation qui a eu lieu au département hier, où 2000 personnes étaient rassemblées du point de vue de l'action sociale avec le secteur enfance, famille, où je me dois de vous dire que je fais partie de ces citoyens du Nord très inquiets par la période que nous vivons. En ce sens, j'ai été vice-président du conseiller général pendant près de 22 ans. A été porté à ma connaissance, parlant de personnel, le fait qu'actuellement au département, on n'a plus les moyens financiers pour placer les enfants, les jeunes qui devraient l'être pour raisons judiciaires ou administratives. Et ce, faute de moyens financiers au Conseil général du Nord. On a supprimé des postes, on n'a pas remplacé les départs en retraite. On est dans l'impossibilité d'assurer la sécurité des enfants. La situation est grave. Nos enfants sont en danger. Je le dis, vous permettez, M. Verfeuille, je termine mon propos. Je le dis parce que quand vous parlez des contrats d'apprentissage et donc de l'emploi, je me permets aussi de vous retourner le problème où hier, ça touche à la vie des gens de Marly et du Nord. Nous avons beaucoup de familles d'accueil à Marly. Et on ne peut pas dissocier ce problème, notamment, qui touche, y compris là, à l'emploi. Alors, je veux bien que vous venez faire la leçon, mais à partir de là, en premier lieu, la moindre des choses, c'est déjà de vous comporter autrement au sein de ce département du Nord, alors que vous avez voté toutes ces politiques. Sur ce, à partir de là, cette délibération, je le rappelle, oui, nous avons pris des contrats d'apprentissage. Mais je rappelle que ce ne sont pas les collectivités territoriales qui vont pouvoir se substituer tout d'abord au privé, qui, lui, a la charge, notamment, d'assurer la politique de l'emploi, ni aux services publics, dans leur majorité, qui sont liés aux politiques nationales. Quand actuellement on supprime des milliers de postes dans divers domaines, des services publics, que ce soit l'école, la santé et bien d'autres, automatiquement on en est victime. Alors vous nous dites, vous ne faites pas assez de contrats d'apprentissage. Nous, on nous a retiré 1 600 000 € de dotation en 4 ans. Et on fait avec les moyens du bord. Alors bien sûr, on pourra toujours dire, vous ne faites pas. Oui, mais on ne peut pas faire plus, parce qu'on n'a pas les moyens. Ceci étant, pour une équipe qui est en fin de règne, permettez-moi de vous dire, puisque ça a été votre écrit, je peux vous dire qu'on est dans une ville qui est en pleine ébullition, en pleine effervescence et en pleine métamorphose. Ça, c'est tout à notre hauteur. Vous brassez du vent, et nous, on construit. Sur ce, je propose de passer au vote. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main.
Avis contraire, abstention. Et nous en arrivons maintenant avec une délibération qui porte notamment sur la question des centres sociaux. Pour le remplacement d'une de nos collègues, en l'occurrence mademoiselle Rita Canas, qui a souhaité, et dans le même temps j'avais été saisi par les centres sociaux, eh bien, de pouvoir avoir un élu qui soit présent. En ce sens, on est donc dans la situation suivante. Il faut renouveler une demande, comme on dit, et un poste à pourvoir. Le Code général des collectivités territoriales prévoit, pour votre information, que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Le présent projet de délibération porte là sur la désignation d'un délégué à l'association des centres sociaux de la région de Valenciennes. Alors, afin de ne pas surcharger ce conseil, je vous propose que le vote ait lieu au scrutin public, si vous en êtes d'accord, à l'unanimité, bien entendu. Alors, je passe d'abord au vote pour le scrutin public. Si vous êtes tous d'accord, on le manifeste en levant la main. S'il y a une seule voix contre, on vote à bulletin secret. Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, on ira donc vers un vote à bulletin à main levée. En ce sens, je fais donc appel à candidature qui se présente à ce poste de délégué pour les centres sociaux de la région de Valenciennes. Mais il y a une demande d'intervention au préalable de mademoiselle Rita Canas. Merci, monsieur le maire. Deux choses. Premièrement, par rapport à donc, la délibération a annoncé de façon brute ma démission. Je vous avais informé j'avais informé votre service, l'administration générale, en mars 2018, comme j'avais informé les centres sociaux, de la nécessité de quitter la fonction de délégué pour la ville de Marly au conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux du Valenciennois pour des questions professionnelles. Donc, la fonction que j'occupe aujourd'hui au conseil régional est incompatible avec cette présence au sein des centres sociaux. À une époque où les habitants de Marly ou ailleurs demandent à ce que les élus soient exemplaires, la notion de conflit d'intérêts pouvait peser. Et j'avais pour souci, comme je l'ai eu toujours depuis des années, de ne pas compromettre à la fois les centres sociaux du Valenciennois, mais aussi la ville de Marly dans les délibérations futures. Donc c'est ce qui m'a amené, le 1er mars 2018, à vouloir quitter les centres sociaux. Vous aviez eu à la fois des courriels et je vous avais adressé un courrier le répétant cette volonté. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je veux porter acte qu'au nom du groupe des élus socialistes, démocrates et républicains, nous avons désigné Madame Isabelle Jalin comme représentante, comme candidate à occuper cette fonction au niveau des centres sociaux du Valenciennois. Cette décision a été prise. Nous nous sommes réunis lundi dernier et les élus du groupe socialiste, démocrate et républicain ont désigné Madame Jalin comme candidate à ce niveau. Merci de votre écoute. Bien. Je vous cède bien volontiers la parole, chère Madame Thérèse Zaoui. À toi, Thérèse. Je voudrais signaler à Madame Canas que depuis mercredi dernier, exactement la date, elle n'a plus le droit de se prononcer au nom des socialistes, démocrates et républicains. Nous sommes, tous les socialistes, suspendus pour l'instant. La commission est en cours. Nous attendons une réunion avec vous, monsieur le maire. Voilà. Vous avez reçu une lettre commandée aussi ? Monsieur Floquet. Oui, chers collègues, l'annonce que vient de faire Thérèse Zaoui est exacte, mais simplement qu'on est suspendu provisoirement du Parti socialiste. On n'a plus le droit de parler au nom du Parti socialiste, mais le groupe, c'est un groupe des élus socialistes républicains démocrates, et non pas un groupe des élus du Parti socialiste. Donc, à ce titre, nous
pouvons parler au nom du groupe des élus socialistes républicains et démocrates, et ce, jusqu'à la fin du mandat en 2020. Bien, y a-t-il, oui, Monsieur Verfaillie. Oui, merci, monsieur le maire. Ça fait quelques conseils municipaux quand même que l'ambiance se dégrade un petit peu pendant nos travaux. Alors, je comprends bien qu'il y a des petits flottements, on va dire, dans votre majorité, mais je pense qu'il faudrait les régler en dehors de cette enceinte et pas au sein du conseil municipal pendant les débats. Je trouve que ça amène une agressivité très forte et la preuve, cette agressivité se manifeste aussi à notre rencontre. Et je veux revenir sur les propos que vous avez tenus. Je trouve ça vraiment déplorable de créer une polémique politicienne sur un sujet aussi grave que la défense et la protection des enfants qui sont en danger dans notre département. Bien, je comprends très bien que c'est un sujet qui vous pose problème. Ceci étant, je suis soucieux de la transparence et je suis soucieux de dire aussi la réalité qui touche à la vie des gens, des familles et là de la jeunesse. Et en aucun cas, je pense qu'on a intérêt les uns et les autres à cacher la vérité. La vérité, pour moi, est révolutionnaire, monsieur. Alors sur ce, comme on l'a dit, j'ai entendu parler de conflit d'intérêts, mais ce problème, il se pose depuis des années, je le dis quand même. Hein. Alors sur ce, j'ai été... Et pendant des années, la ville de Marly n'a pas été présente au sein de l'association des centres sociaux, de par votre absence. Monsieur le maire, le conflit d'intérêt, c'est pas ça. Hein? La définition, monsieur le maire, le conflit d'intérêt, c'est une personne qui, dans le cadre de sa fonction, peut avoir un abus de pouvoir. Et demain, si les centres sociaux se présentent et sollicitent des crédits à la région et que j'ai en gestion du dossier et que je leur donne, on pourrait dire que j'abuse de ma fonction en tant que fonctionnaire territorial pour leur octroyer des subventions. Le conflit d'intérêt, c'est ça. L'abus de pouvoir, c'est ça, monsieur le maire. Et quand on est élu et fonctionnaire, on est tenu de respecter. La question de la présence ou pas, c'est une autre question, monsieur le maire. Les attaques personnelles, monsieur Verfaillie, vous parlez d'agressivité, je peux comprendre ce que vous venez de dire. Et les dernières secondes le témoignent. Moi, je dis simplement qu'il n'y a pas on ne va pas utiliser le terme de réfifi parce que ça ne plaît pas, mais il y a une position, M. Efloquet l'a bien précisé, le groupe des élus socialistes, démocrates et républicains existe, il a une entité, il est reconnu, il s'est constitué dès le début de la mandature, et donc c'est à ce nom-là que Mme Jalin est présentée. Après, les autres questions, vous avez raison, mais le temps amènera aussi à des éclaircissements minimes. Bien, il n'en reste pas moins que cette situation dure depuis des années et des années. J'aurais préféré que cette démission puisse arriver à l'époque de façon à ce que la ville de Marly puisse honorer ses engagements et sa présence au sein de cette institution de l'arrondissement. Et si j'en avais été saisi à l'époque, j'aurais bien entendu pris aussi mes responsabilités en tant que maire pour, disons, créer les conditions d'avoir un élu qui soit véritablement présent. Voilà. Sur ce, en sachant que nous entretenons d'excellentes relations avec les centres sociaux et que nous avons développé notre bon travail, nous allons maintenant passer aux voix. Y a-t-il d'autres candidatures? Pour l'instant, j'ai la candidature donc de Madame Thérèse Zaoui. Et donc, par la voix de Madame Rita Canas, en sachant que je ne rentrerai pas dans les débats, je suis le maire de tous et je n'ai pas à m'immiscer dans ces affaires. Alors, en ce sens, il y a une seconde candidature qui est celle de Madame Jalin. Y a-t-il une autre candidature? Alors, je propose donc, nous passons aux voix, candidat par candidat. Qui se prononce en faveur de l'élection à l'association des centres sociaux de Madame Thérèse Zaoui? Levez la main. Et on compte, monsieur le maire, avec les pouvoirs. Bien. Abstention. Vote contre. Levez bien les mains, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de vote contre. Une partie. Non, il n'y a pas Pardon? de vote contre. Non, mais attendez, ça c'est le premier nom. Donc on compte les voix. Ah ben oui. Alors, il y a la première candidature, Thérèse Zaoui. Je vois qu'il y a l'opposition
qui se retrouve avec une partie du groupe des élus socialistes, j'ai bien dit une partie, qui est donc de, faisons les comptes, avec les pouvoirs. Alors on recommence, celles et ceux qui sont pour avec les pouvoirs, lèvent les deux mains. Alors, on est à combien? Et après, la deuxième question, qui est pour la candidature de Madame Jalin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Plus une procuration. Madame Thérèse Zaoui est donc élue. Je vous adresse toutes mes félicitations et je sais pouvoir compter sur vous pour une présence effective et jouer le rôle qui est missionné à une élue locale au sein d'une telle instance. Merci encore à chacune et chacun. Nous passons ensuite avec un avis sur la demande de remise gracieuse présentée par un agent régisseur de la commune. Alors, suite au contrôle des comptes des régies municipales effectué conjointement par le comptable du Trésor et les services municipaux au mois de septembre dernier, des anomalies furent constatées au niveau de la gestion d'un régisseur titulaire. Les déficits constatés s'élèvent à la somme totale de 4 724,69 €. Un dépôt de plainte a été enregistré auprès de Monsieur le procureur de la République en date du 20 septembre 2018. Par ailleurs, lorsqu'un déficit est constaté, la responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu par l'émission d'un ordre de versement au cours de la procédure amiable prévue par les textes en vigueur. L'agent régisseur a sollicité auprès du receveur municipal et comme le prévoit la réglementation, une remise gracieuse de la somme ainsi mise à sa charge. Afin de poursuivre la procédure administrative, cette demande doit recueillir au préalable l'avis de notre Assemblée délibérante. Il est bien entendu proposé au Conseil municipal d'émettre un avis défavorable à cette demande et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et acte relatif à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération? Madame Isabelle Jalin. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe des élus socialistes, démocrates et républicains émettront un avis défavorable sur la demande de remise gracieuse présentée en délibération. Toutefois, il convient de souligner que cette situation amène des interrogations, tant chez mes collègues que pour les habitants de Marly. En effet, les déficits constatés en septembre 2018 s'élèvent à 4 724 €. Nos questions sont: quelles sont tout d'abord les régies qui sont concernées par cette somme? Sur quelle période ces anomalies ont-elles été faites? Et comment comprendre que de tels détournements se produisent sans aucun contrôle réalisé et demandé par vous-même? Vous êtes l'autorité territoriale au sein de cette mairie. Comment avez-vous pu laisser perdurer de tels faits? La situation est d'autant plus grave qu'elle se reproduit également au niveau de l'amicale du personnel. Une association qui bénéficie d'une subvention annuelle de plus de 23 000 € par la commune et qui doit à ce titre rendre et fournir, comme chaque association, chaque année, son compte de résultats et son budget prévisionnel. Il semblerait que l'on aurait tiré la sonnette d'alarme depuis 2 ans sur les malversations financières présumées au sein de l'amicale du personnel. En tant que président d'honneur de toutes ces associations, vous auriez dû assurer un contrôle sur l'utilisation des fonds. Car à ce jour, l'amicale du personnel organise un voyage en novembre 2019 où des employés municipaux, des Marlysiens et moi-même avons versé des acomptes sous forme de chèques à l'ordre de l'amicale du personnel, à fonds perdus car l'agence de voyage n'a jamais reçu ces acomptes. À ce jour, ces personnes n'ont aucune réponse à ce sujet. Les employés municipaux ainsi que les Marlysiens concernés méritent une explication honnête à ce sujet et attendent des propositions de solutions afin de récupérer les acomptes versés. Il faut savoir que des familles ont même versé jusqu'à 900 €. La situation est claire. Si le voyage est annulé, l'amicale du personnel doit verser 20 000 € à l'agence correspondant aux frais d'annulation,
ainsi que 8 500 € de remboursement d'acompte aux différentes personnes. Et si le voyage est maintenu, elle devra également verser le remboursement des 8 500 € à l'agence. À savoir que si d'ici fin de semaine prochaine, après 3 mois d'attente, aucune réponse ou solution n'est donnée à toutes ces personnes, celles-ci agiront en conséquence par rapport à l'amicale du personnel. J'aimerais bien savoir votre décision à ce sujet, Monsieur le maire. Merci pour votre écoute. Monsieur Didier Caillet. Oui, alors je voudrais répondre à Madame Jalin. Alors je ne répondrai que sur le problème des régies. Je rendrai la parole après à Monsieur le maire pour l'amicale du personnel, puisque ce n'est pas l'objet de la délibération qui passe aujourd'hui. Donc ne mélangeons pas tout, voyons une chose à la fois. Alors concernant les régies, j'ai déjà donné tout à l'heure une grosse partie de la réponse, puisque les contrôles avaient été faits par la perception en date du 20 décembre 2017. J'ai ici en ma possession les 3 PV que nous avions reçus, où tout était OK et correct. Les 3 régies, vous demandiez également, Mme Jalin, de quoi il s'agissait. Eh bien, il s'agit de la régie sur les locations de salles, de la régie sur le marché et de la régie sur la brocante. Lors de la vérification, donc de la perception, les comptes étaient exacts. Rien n'avait été prélevé par le régisseur. C'est intervenu, donc ces prélèvements sont intervenus après, et nous n'avons pas de regard sur les régies. Ce n'est qu'à la perception à vérifier les régies. Hein? Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledrol. Et moi, je voudrais intervenir sur l'amicale du personnel. Évidemment, moi, je sais aussi qu'il y a des gens qui ont versé pour le prochain voyage, puisqu'il y en a dans la salle et que je les connais très bien, et que je trouve ça vraiment dommage. Moi, je fais partie aussi d'une association. Bah, toi aussi, d'ailleurs, tu as une association de voyage. Et quand on fait des voyages, on fait faire directement les chèques au nom du porteur du voyage. Nous, on travaille avec Aquatour. Les gens font les chèques avec Aquatour. Après, je voudrais simplement dire, attention, ne mélangeons pas tout. Nous aussi, on ne va pas voter cette délibération. On ne va pas voter pour, évidemment. Puisque si aujourd'hui on votait pour, ça voudrait dire que tous ceux qui ont des régies dans la mairie pourraient demain faire des actes qui ne seraient pas corrects et qu'on devrait les laisser faire et qu'on devrait les rembourser. Par contre, je voudrais quand même vous dire simplement qu'aujourd'hui, c'est entre les mains de la justice. Et monsieur le maire aujourd'hui ne peut rien faire. Même nous, nous ne pouvons rien faire. C'est entre les mains de la justice. Et c'est une association. Au cas où vous ne le saurez pas, je le dis bien clairement, c'est une association. Si c'était un service de la ville, évidemment que monsieur le maire aurait vu ce qui s'y passait, puisqu'on est dans l'obligation de rendre des comptes régulièrement. C'est une association, et vous le savez très bien, les associations nous donnent des bilans tous les ans, on donne des subventions, là on les donnait pour le personnel, ce qui est tout à fait normal et tout à notre honneur quand même. La subvention amicale, c'est tout à l'honneur quand même de la municipalité. Mais on ne peut pas gérer une association. On peut, au moment où ils nous donnent leur rendu, leur compte-rendu, leur bilan. Mais je vais vous dire honnêtement, je défie quiconque de dire aujourd'hui, une association, elle fait un bilan. Moi, je suis incapable de dire aujourd'hui si son bilan, il est vrai ou il est faux. Il nous donne des pièces justificatives, on les demande. Et alors, vous croyez qu'on régit toutes les associations de la ville ? On donne des subventions, mais on ne va pas quand même demander aux gens, bah, je t'ai donné ça, bah, Madame Jalin, je vous ai donné autant. Vous allez me dire à chaque fois à quoi vous utilisez l'argent qu'on vous a donné. Donnez-nous. Voilà, je crois qu'on ne peut pas non plus tout savoir. Alors moi, je suis vraiment désolée pour les gens qui sont parmi nous et que je connais très bien et qui ont versé. Et même pour toi, si tu as versé, Isabelle, je suis désolée. Mais aujourd'hui, nous, ville et élus, on ne peut rien faire. On n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion d'une association. Et aujourd'hui, c'est entre les mains de la justice. Et que les gens portent plainte avec leurs preuves, c'est leur droit le plus complet. Mais nous, on a déposé plainte comme on devait le faire. On a pris nos responsabilités. Monsieur le maire a pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, laissons faire la justice. Laissons faire la justice. Parce qu'on est incapable aujourd'hui de juger. Tant qu'elle n'a pas été, cette personne déclarée coupable, elle est quand même elle est présumée innocente.
on n'a rien à voir là-dedans. Et on ne peut pas aujourd'hui pallier à ce manque. Je pense que c'est clair, on ne peut pas, et même si on le voulait, on n'en a pas le droit. Il y a quand même une gestion. Enfin, moi, je sais pas, mais il faut quand même connaître la gestion quand même dans les mairies. Vous savez très bien, enfin, je sais pas, moi, tu le sais, Isabelle, on n'a pas le droit de rembourser à une association un détournement, par exemple. C'est impensable. Donc, laissons faire la justice, tout simplement. Mamolo. Oui, mais juste pour répondre à Madame la première adjointe, je crois que sa façon de présenter les choses, elle est un peu légère quand même. Hein. Il faut savoir quand même que la municipalité verse à l'amicale du personnel 25 000 € par an. Et c'est l'argent public, monsieur le maire. Donc vous êtes tenu, vous, monsieur le maire, à avoir des regards sur l'argent public que vous distribuez. Donc là, depuis combien de temps y a-t-il des dérives au niveau d'une gestion, que ce soit au niveau de la régie ou au niveau, malheureusement, de l'amicale du personnel. C'est ça qu'on voudrait savoir, monsieur le maire. Est-ce que vous avez les bilans? Depuis quand avez-vous... On aimerait quand même les voir, ces bilans de l'amicale laïque. Savoir les bilans financiers, les bilans chaque année, comme toute association. On aimerait bien quand même les voir, monsieur le maire, pour savoir exactement où on en est. Parce que ça, vous êtes tenu à le demander et tenu à le faire savoir. Monsieur l'adjoint aux associations, c'est de votre compétence. Ça fait un an et demi que je ne suis plus... Je vous retourne donc le problème. Ça fait un an et demi que je ne suis plus adjoint à rien ici dans cette mairie. Pour éviter que vous soyez la risée... Ça fait un an et demi que je ne suis plus adjoint à rien dans cette mairie. Pour éviter vous m'avez complètement placardisé, monsieur le maire. Bon, vous m'avez complètement placardisé. Monsieur Mamolo, et dans tous ces aspects, on peut l'applaudir. Et on le regrette beaucoup. Bien, sur ce, on passe aux choses sérieuses. Tout d'abord, je dirais qu'il y a des éléments qui ont été apportés de réflexion. Je m'inscris en faux sur ces affirmations gratuites de Madame Isabelle Jalin, mettant en cause notamment l'honnêteté de premier magistrat de cette ville, l'honnêteté de votre maire, comme quoi j'étais informé de ces agissements depuis 2 ans. Je m'inscris en faux et je pense que les propos que vous avez tenus sont graves de conséquences. Deuxièmement, je tiens à dire qu'en tant que maire, j'ai pris mes responsabilités et toutes mes responsabilités. Et ces responsabilités se rapportent, comme je l'ai dit au dernier conseil, à la question des régies. Monsieur le procureur a été de la République, oui, saisi quant à l'utilisation de la subvention, y compris versée par la ville à l'amicale du personnel. Aussi, je rappelle que l'objet de la présente délibération, elle porte sur les régies municipales et uniquement sur ce sujet. Je partage pleinement l'émotion que suscite une telle situation. Ceci étant, je rappelle effectivement, après mes collègues, les associations 1901, souveraineté, elles ont leur liberté d'exercice, elles ont liberté d'initiative, et en aucun cas nous ne pouvons, nous, en cours de mandat, nous immiscer à travers la vie et la gestion de celle-ci. Deuxièmement, je rappelle à Mme Jalin qu'elle a voté cette subvention et qu'à l'époque, elle n'a pas posé problème. Et que troisièmement, j'ajoute aussi, c'est qu'en ce qui concerne cette situation, il y a actuellement, d'un côté, du point de vue des régies, eh bien, une saisine du procureur de la République, de la même manière que l'amicale du personnel, je les ai reçus il y a quelques jours en présence de la direction de l'administration. Et ensemble, on a travaillé. Et on va travailler pour l'avenir. On comprend parfaitement ce que ça suscite comme souci pour les uns et les autres. On partage pleinement, comme l'a dit Marie-Thérèse. Il y a une politique voyage. En aucun cas, la ville de Marly n'est comptable de cette politique, ne peut être comptable de cette politique. Troisièmement, les associations, elles sont au nombre d'une centaine. Toutes ont remis en temps et en heure, et je parle sous le contrôle de notre adjoint aux finances, leur bilan et leur budget pour pouvoir bénéficier des subventions que nous avons tous votées en temps et en heure. Enfin, je vais vous dire, et je rappelle dans le même temps, que le Code général des collectivités territoriales
en son article L 1611-4, n'a pas pour objet d'imposer la vérification au préalable de la bonne santé financière de l'association, ni de s'assurer de sa solvabilité. Conseil d'État du 18 juin 2008. Dans le même temps, eh bien, les documents ont été demandés. Actuellement, c'est un dossier qui est dans les mains de la justice. Laissons la justice suivre son cours et dès que nous aurons les conclusions, eh bien, nous pourrons tirer tous les enseignements eh bien, qui s'imposent. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Hein. Et puis, je pense qu'il n'y a pas lieu d'en rajouter. Alors, je comprends qu'on ait recours à la politique politicienne. Hein. Et c'est le maire. Et c'est le maire. Et c'est le maire. Comme si le maire était responsable de la vie, comme dit Alain Momolo, de tout, mais je le rappelle, il est président notamment de tout le milieu associatif sportif. Et il ne m'a jamais saisi sur le fait qu'il y avait problème avec cette assoce. Ah oui, je retourne le problème, moi. Et j'aurais bien voulu qu'il m'en informe. Il faut se parler franchement ici. Bien, sur ce, j'en ai terminé. Monsieur Jean-Noël Verfailly. Alors, moi, sur ce point, par rapport à notre régisseur, je comprends la manière dont vous exposez les choses, mais je pense que c'est pas possible de résumer le débat à dire que vous avez déposé plainte et que l'affaire est dans les mains de la justice. Vous ne pouvez pas vous exonérer de votre responsabilité de cette manière, que ce soit pour la régie ou l'amicale du personnel d'ailleurs, mais sur la régie, le régisseur est nommé par le maire, c'est le maire qui choisit quelqu'un qui est proche de lui, quelqu'un en qui il a confiance, et donc c'est normal qu'il y ait un lien de responsabilité entre le régisseur et le maire. Je pense que ça paraît quand même une conséquence logique sur ce point. Sur le deuxième de l'amicale du personnel, c'est une subvention de 25 000 €, comme ça a pu être rappelé, donc c'est extrêmement conséquent. C'est normal aussi que la mairie s'intéresse aux missions qui sont remplies par l'amicale du personnel et à la santé financière de l'association. Alors bien sûr, on peut verser une subvention même si l'association a des difficultés financières. Il y a une différence entre des difficultés financières rencontrées par une association et les sujets dont on débat actuellement et les problèmes qui sont rencontrés actuellement par cette association. Sur les missions, on parle beaucoup de voyages. Moi, à chaque fois que j'ai entendu parler des voyages, il y avait quelques pourcents de personnel municipal. Donc ça pose aussi quand même problème par rapport à l'objet de l'association. Les missions sont remplies par l'association. Moi, j'aimerais bien que les missions remplies par l'amicale du personnel soient à destination du personnel de notre ville, que l'argent de la subvention aille au personnel de notre ville, et que là, on nous parle d'histoire de voyage qui va être remboursé ou pas remboursé. Alors, c'est très dommage pour les gens qui ont versé une avance et qui reverront peut-être pas leur argent. Mais moi, je trouve ça autrement plus grave quand c'est le personnel municipal qui ne peut pas bénéficier de ces primes de Noël, d'ancienneté, de retraite, tout ce genre de choses. Donc, j'aimerais bien que la mairie verse des subventions à l'amicale du personnel en leur donnant une mission qui est claire, qui est de s'occuper du personnel et rien de plus. Et c'est, je pense, de cette manière-là qu'on peut sortir de cette crise une fois qu'on aura remis les choses à plat et en effet une fois que la justice sera passée et aura rendu son verdict. En attendant, je pense qu'on est tout à fait en droit d'attendre des réponses et je pense que également sur le premier sujet de la régie comme sur le sujet de l'amicale du personnel, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens et dont des réponses devront être données par vous, monsieur le maire, je pense. Bien, je pense avoir été clair. C'est un dossier concernant les régies. Je tiens à rappeler que ce n'est pas de la compétence directement du maire, mais conjointement avec le receveur municipal. Vous qui êtes un... Non, mais attendez, je vous ai écouté, je ne vous ai pas interrompu. C'est de la compétence. Et c'est cette année qu'est survenu le problème. J'aurai l'occasion de revenir sur un autre dossier. À partir de là, moi, je n'instrumentalise pas le personnel à des fins, M. Verfailly, électoraliste. J'ai noté pour la première fois votre présence au moment du pot, et non à la remise des diplômes, à l'occasion du départ des retraités, leur mise à l'honneur. À l'occasion notamment
de la mise à l'honneur des médaillés. J'aurais bien voulu vous voir depuis votre élection sur le plan municipal. Jamais une seule présence. Deuxièmement, et chacun le sait, chacun connaît votre sens d'utiliser les réseaux sociaux uniquement, non pas pour faire avancer la cause de l'intérêt général, mais tout simplement dans le cadre d'une politique qui est celle et qui vous est permanente, la politique politicienne, et qui n'est pas la nôtre, à nous, majorité. Alors, partant de là, moi, je vous dis, il y a actuellement, la justice a été saisie de ce dossier. Je reviens sur la question des régies. De l'amicale du personnel et non l'amicale laïque, comme l'avait dit Alain Mamolo. Il avait expliqué qu'il s'agissait de l'amicale laïque, mais je vais redresser le tir, parce que sinon notre ami Maurice Sennevin va nous saisir. Va nous saisir dès demain, notre ami. Et puis, en ce sens, je veux dire aussi, c'est que laissons le cours des choses. Laissons la justice faire son travail. Nous avons pris nos responsabilités, toutes nos responsabilités, et en ce sens, maintenant, je pourrais aussi évoquer d'autres dossiers. Vous m'en faites un plat. Et moi, je vais de nouveau vous poser une question, M. Verfeuille. J'ai échangé avec mes amis du département pas plus tard que ce matin. Cette facture des 800 000 € payés par le département, à partir d'un groupe asiatique qui s'est implanté en Israël par le truchement et renforcé par un groupe français, et par le biais de la dématérialisation, où une seconde facture arrive par hasard avec un deuxième RIB au département. 800 000 € pour le contournement nord. C'est une première facture. Et on verse la facture, on paye. Vous m'expliquerez comment on a pu en arriver là. Et on m'explique, dans le service des contrôles financiers au département, il y a moins en moins de personnel. Alors je veux bien que vous venez poser votre question, vous avez raison. C'est la démocratie. Et moi, je vous pose une autre question. Et parce que nous, les électeurs de Marly, les habitants de Marly, les habitants de Marly, on finance aussi les budgets du département. Et pour l'instant, on n'a eu aucune explication de ce département. Et ce n'est pas une mince facture. Je répète, 800 000 € arrivés dans le cadre de la dématérialisation, avec un deuxième RIB. La première facture disparaît. Le premier RIB disparaît. Moi, je voudrais bien avoir des explications aussi. Je vais vous en donner, monsieur le maire, mais c'est intéressant, c'est que vous me parlez là d'un sujet du département, d'une arnaque qu'a subi le département, et c'est très intéressant. J'ai l'impression que vous pensez que je suis président du département, en fait. La délibération qui précède, quand on discute de la responsabilité, on discute de la responsabilité du premier magistrat. C'est en tant que maire qu'on vous met en cause, parce que c'est vous qui nommez le régisseur, c'est vous qui choisissez ces personnes en qui vous devez placer votre confiance. Et au sein du département, c'est Jean-René Le Cerf qui en est le président, donc c'est à lui que vous devriez, je pense, poser cette question. Si vous voulez, je lui transmettrai la question. Je pense que pas mal de choses à lui transmettre, d'ailleurs, depuis ces derniers temps, et il sera ravi d'avoir des nouvelles de son ami Fabien. C'est vraiment intéressant la manière dont vous vous comportez en sa présence et en son absence quand il s'agit du département. Mais pour revenir sur le sujet, c'est la mise en cause perpétuelle du département au travers de ma présence. C'est comme si je reprochais, je sais pas, à Madame Bouguera des choses sur la ville de Marly, alors que c'est vous qui en êtes responsable et comptable auprès des habitants, monsieur le maire. Bien, je propose de mettre aux voix cette délibération. Ah, monsieur Léman, Jérôme, je n'avais pas vu la main se lever. Excusez-moi, en fait, mais j'écoute. Moi, j'ai envie de parler de démagogie et de mauvaise foi, en fait. On est face à de la malhonnêteté intellectuelle, c'est hallucinant. On sait très bien que malheureusement, il y a des malhonnêtes, il y a des gens en fait qui font des malversations. En l'occurrence, on est confronté à ça. On n'a pas cherché
à ce que ce soit comme ça. Et sachez qu'il n'y a personne ici qui était au courant, évidemment. Vous parlez du milieu associatif. Je vais vous parler des associations. Le milieu associatif, apparemment, il faut tout vérifier. Donc, on a eu, je pense qu'on a les dossiers. Les dossiers sont déposés. Ils sont déposés avec ce que nous rapportent les associations en fonction de leur conseil d'administration et en fonction des situations qu'ils nous donnent. Et vous nous dites il faut tout vérifier. Donc il faut aller plus loin, on est d'accord. Donc vous remettez complètement en cause le principe fondamental de la législation et de la loi de 1901. Donc ça signifie que s'il faut tout vérifier et s'il faut dire aux associations ce qu'elles doivent faire, il n'y a pas de souci. On va tout municipaliser. Et on va tout centraliser, ça m'étonne de vous, mais on va tout centraliser et on va financer les actions des associations. Sur le plan municipal, on sera tranquille, on sera couvert par toutes les malversations et toutes les possibilités de malversation. Mais maintenant, c'est vraiment, c'est malhonnête intellectuellement, c'est hallucinant. Mademoiselle Rita Canas. Je voudrais quand même dire quelque chose. Monsieur le maire, enfin, après, il y a un débat, c'est que quand ça ne va pas à Marly, on va le rejeter au département. Franchement, on ne peut pas avancer. Et je pense que tant qu'on continuera comme ça, ça vous fait sourire, mais moi, ça ne me fait pas sourire parce que cette somme-là, c'est les contribuables de Marly, c'est leur imposition. Moi, ça ne me fait pas sourire. Monsieur le maire, oui, le département aussi, c'est inimaginable. Ça, je suis d'accord avec tous. Monsieur le maire, quand vous signez un arrêté de nomination d'un régisseur, plus que la signature, c'est vous qui faites le choix. C'est là que votre responsabilité elle est engagée. C'est à ce niveau-là qu'on vous interpelle. Excusez-moi, mais c'est à ce niveau-là qu'on vous interpelle. Et donc, je sais qu'il y a un assouplissement au niveau du fonctionnement et M. Didier Caillé a parlé qu'à la perception, on n'y va pas régulièrement, on y va sur rendez-vous, etc. Écoutez, M. Jérôme Léman, il est DGS. Moi, j'étais DGS dans une commune. Des régies, j'en ai eu. D'accord ? Et des rendez-vous à la perception pour que les régisseurs déposent leur régie, ça existait déjà en 2004. Vous voyez, c'était il y a longtemps. Mais c'est pas ça. C'est qu'on peut imaginer que sur des régies comme ça, c'est pas la personne dont on parle, non. Parce que ça, c'est la justice. Madame Marie-Thérèse Ledroll a eu raison. Et la présomption d'innocence, elle existe. Tant que cette personne n'est pas passée au tribunal, on ne peut pas dire oui ou non elle en est coupable. C'est pas cette question-là. C'est dans le fonctionnement de la ville qui pose problème. Et donc, la question qu'a posée Madame Jalin, l'intervention qu'avait fait Monsieur Mamolo, c'est de dire mais est-ce que dans la gestion municipale, dans le fonctionnement, vous êtes l'autorité territoriale, est-ce que vous demandez à votre administration générale de poser des règles, des paramètres qui sécurisent ces régies? Parce que c'est pas une petite somme, la brocante. C'est pas des petites sommes, les locations de salles. En termes de produits, quand on vote le budget, on voit bien, excusez-moi, je vous ai tous écoutés. Monsieur le DGS, je sais que vous allez donner des éléments de réponse, mais si vous m'écoutez, vous allez donner des éléments plus pertinents à monsieur le maire pour me répondre. Donc, je tiens simplement à vous signaler que c'est à ce niveau-là. Par contre, la deuxième chose que je voudrais vous rajouter, et c'est avec du respect quand on vous pose des questions, monsieur le maire, et donc j'aimerais bien qu'on nous réponde avec respect, y compris à madame Jalin. Quand Jérôme nous dit c'est une association 1901, etc., c'est vrai, tu as raison, c'est la liberté de création. Mais c'est une association, l'amicale du personnel, qui a une subvention de plus de 23 000 €. Et à ce titre-là, il y a des obligations supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on interpelle la municipalité. Et monsieur le maire, qui est président d'honneur de l'association, je ne dis pas qu'il en est responsable de cette situation. Je n'ai pas dit ça, nous n'avons jamais écrit ça et nous savons bien cette situation. Par contre, nous sommes interpellés à la fois par les habitants et par rapport à du personnel qui se demande qu'est-ce qui va se passer demain avec un trou quand même important au niveau de la gestion de cette association. C'est tout. Remettons les choses de façon neutre par rapport à la délibération. Merci, on a bien compris. Écouté. La parole à madame Marie-Thérèse Ledroll. Oui, moi, je pense qu'on va pouvoir clôturer peut-être ce débat parce qu'on est en train de tourner en rond. Simplement, je voudrais dire, je ne mettrai pas en doute la bonne foi de monsieur le maire. Vous allez dire, c'est normal, tu es la première adjointe. Mais je ne mettrai pas en doute la bonne foi de monsieur le maire sur le choix d'un régisseur. Vous le savez très bien, vous l'avez tous vécu autour de vous. Il y a des fois, on fait confiance à des gens. Et puis un jour, on est déçu. Ça, c'est comme dans un mariage. On se dit oui aussi pour la vie, et puis on finit par divorcer quand même, ou on s'en va, ou on fait autre chose.
Alors, on fait confiance à des gens, mais les gens peuvent changer à tout moment dans la vie. Et quand on a donné, eh bien évidemment qu'on a fait confiance. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on ne le fait pas parce que je ne sais pas ce que la justice va donner. Mais en tous les cas, faut pas essayer de faire croire aux gens qu'on le maire a nommé un régisseur qui était déjà malhonnête au départ et tout. C'est faux. C'est faux. Alors moi, je voudrais simplement que l'on dise que la vie, elle change quelquefois et que c'est pas toujours évident et que si ici quelqu'un peut dire qu'il a toujours dit blanc toute sa vie sur un sujet et qu'il n'a jamais changé d'avis, eh ben, il peut déjà se lever parce que aucun d'entre nous n'est capable de le dire. Bien. En conclusion, je réaffirme, je signe et je persiste sur le fait que les régies sont contrôlées annuellement. Et ce, jusqu'à cette année, il n'y a eu aucun problème. Deuxièmement, le travail a toujours été effectué. C'est ainsi qu'on n'a eu aucun problème, si je prends le cas de tout le CCAS. Deuxièmement, de toutes les activités périscolaires. Et je pourrais continuer sur bien des régies qui, tout simplement, eh bien, n'ont pas posé problème. Troisième aspect, effectivement, après l'intervention de Rita, moi j'ai connu un ministre du budget qui notamment a eu l'occasion de se manifester. J'en dirai pas plus, j'en tire comme vous un certain nombre d'enseignements. Sur ce, je propose que l'on passe à la délibération concernant les concernés. Je propose que l'on vote contre cette demande, bien entendu, de remise gracieuse, comme je l'avais stipulé dans le projet de délibération. Celles et ceux qui sont contre la remise gracieuse le manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté à l'unanimité. Et nous passons ensuite avec une délibération mandatant le CDG 59 afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. La ville de Marly, quelques mots avant de céder la parole à notre collègue Jérôme Léman, a la possibilité de mandater le centre de gestion du Nord afin de mettre en œuvre participation dans le domaine de la prévoyance, garantie de maintien de salaire des agents en cas de maladie, invalidité. La ville peut par ailleurs participer financièrement à la participation due par les agents. Il est donc proposé, dans le cadre de notre politique en direction du personnel, des personnels de notre ville de Marly, de signer avec le centre de gestion du Nord cette convention de participation, que la ville participe financièrement, et ce, pour un montant mensuel prévisionnel à hauteur de 5 à 10 euros. À vous, monsieur Léman. Merci, monsieur le maire. Voilà, donc selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs et retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires actifs ou retraités, attestés par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Au terme de l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, les centres de gestion peuvent conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les lois portant droits et obligations des fonctionnaires, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatifs à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion du Nord en date du 21 juin 2018 approuvant le lancement d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance, vu l'avis favorable voté à l'unanimité du comité technique en date du 5 décembre 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à mandater le centre de gestion du Nord pour mettre en œuvre une convention de participation, de fixer le montant mensuel prévisionnel de la participation entre 5 à 10 euros par agent. Voilà. Bien, sur cette délibération, avez-vous des demandes d'intervention? Compte
peut que... Vous avez levé la main, Madame Selim? L'événement, la proposition, à vous. Je vous en prie. Merci, monsieur le DGS. Alors, on ne peut que se réjouir en tant que ancien membre du personnel et délégué syndical, avec mes collègues de la CFTC et de la CGT, puisque c'est un combat qu'on mène depuis de nombreuses années. La prévoyance est, à mon sens, tout aussi important que les œuvres sociales au niveau du personnel communal, et surtout envers le public fragilisé qui est en longue maladie ou en maladie de longue durée. Mais j'aimerais réitérer la remarque que je vous ai faite récemment quand il y a eu les élections professionnelles au sein de notre collectivité. Il est important dans le nouveau contrat qui sera signé de s'assurer que l'ensemble du personnel qui est déjà dans cette situation, qui est déjà fragilisé, que ce personnel soit repris, et ce, sans délai de carence. Parce que ça, c'est à mon avis des conditions que vont poser les différentes mutuelles et prévoyances, et c'est là-dessus que le combat sera nécessaire, et j'espère que vous porterez toute l'attention là-dessus. Merci. Oui, donc effectivement, c'est prévu. On va être vigilant à ce niveau-là. Bon, l'intérêt de cette délibération dite, c'est que ce cadre n'existait pas. C'est nouveau. Ça va permettre... Alors, la somme de 5-10 euros, j'ai eu des réflexions, mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que ça nous permet de rentrer dans un cadre labellisé, et ça va permettre aussi aux agents déjà d'avoir le choix et de pouvoir bénéficier de tarifs intéressants, d'avoir le choix sur l'invalidité, le décès, le maintien de salaire en fonction de leur statut, en fonction de leur âge aussi. Donc voilà, on va être vigilant là-dessus. Enfin, j'y tiens en tant qu'adjoint au personnel. Parce que c'est effectivement, comme vous dites, aussi important que d'autres dispositifs de valorisation des personnels. Bien. Alors sur cette délibération, je la mets aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention adoptée à l'unanimité. Et nous passons ensuite avec une convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre de gestion CDG 59 pour une mission d'archivage. Pour mémoire, la tenue des archives est une obligation légale au titre des divers articles. Je vous renvoie à la délibération. Et suivant le code du patrimoine et du code des collectivités territoriales, le centre de gestion, dans le même temps, propose de mettre à disposition des collectivités qui en font la demande un ou une archiviste qualifiée pour accompagner ce travail de gestion après passation d'une convention. Un état des lieux des archives de la ville a été réalisé le 7 mars 2018 dans le cadre d'une visite préalable et un premier diagnostic a été réalisé. Le coût facturé par l'intervention de l'archiviste est fixé par délibération du conseil d'administration du centre de gestion, à savoir 36 € de l'heure, temps et coût des déplacements compris pour les collectivités et établissements affiliés. Considérant l'intérêt pour la collectivité de s'assurer que ces archives soient organisées de façon conforme au regard des obligations légales, il est proposé de recourir au service d'accompagnement à la gestion des archives du conseil départemental 59 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Elle est d'importance, je vous le dis, car là aussi, l'autorité du maire est engagée sur le plan pénal. D'où la nécessité de délibérer sur cette question. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Et nous passons ensuite avec la modification du tableau des effectifs avec notre collègue Jérôme Léman. À toi, mon cher Jérôme.
Merci, Monsieur le maire. Donc, par délibération du 27 septembre 2018, le conseil municipal a délibéré sur le tableau des effectifs pour tenir compte des possibilités d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite au concours et examen professionnel, de la nécessité d'adapter certains postes aux nécessités de service. Un ajustement du tableau des effectifs est nécessaire. Donc, vu l'avis favorable du comité technique en date du 19 octobre 2018, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs joint en annexe. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, Rita avait dit que la présentation du tableau des effectifs comme ça n'était peut-être pas suffisante. Donc, effectivement, avec monsieur le DGS, on va voir pour faire un point précis sur les titulaires, non titulaires de la fonction publique, les vacataires, les contrats aidés, les contrats d'apprentissage et les stagiaires sont peut-être trop peu pour vous, mais encore une fois, enfin, tout à l'heure, je n'avais pas... moi, je préfère aussi la qualité que la quantité, surtout en termes d'encadrement. Il faut savoir que dans les effectifs municipaux aussi, les encadrants préfèrent avoir peu de personnes pour bien les encadrer et bien les former. Sinon, après, c'est un peu la chienlit et du coup, s'il y a trop de personnes, la qualité n'y est pas et pour finir, le résultat, il est nul. Merci, Monsieur Léman. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Aucune main ne se lève. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci de cette unanimité. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordé par Monsieur le maire au titre de l'année 2019. Je résume cette délibération où, après avis notamment délib qui a été d'abord validé par notre communauté d'agglomération pour les commerces de détail, il est proposé pour l'année 2019 le calendrier suivant comprenant 9 ouvertures dominicales, à savoir dimanche 13 janvier 2019, dimanche 30 juin 2019, dimanche 25 août 2019, dimanche 1er septembre, dimanche 1er, 8, 15, 22, 29 décembre 2019, par courrier en date du 9 novembre 2018, l'avis conforme de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, ainsi que l'avis des organisations professionnelles et syndicales intéressées ont été sollicités, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-26 du Code du travail. L'avis est soumis au conseil municipal pour la liste des dimanches concernés. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable sur le calendrier 2019 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir dimanche 13 janvier 2019, dimanche 30 juin de la même année, dimanche 25 août, dimanche 1er septembre et les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous en arrivons avec notre collègue Jules Caillard. Mise à disposition de la piscine de Saint-Saulve, année scolaire 2018-2019. À toi, mon cher Jules. Merci, monsieur le maire. La ville de Saint-Saulve met à notre disposition les créneaux d'utilisation de leur piscine municipale au bénéfice des écoles maternelles et élémentaires pour l'année scolaire 2018-2019. Le forfait pour un semestre est de 990,40 € par classe. L'occupation des locaux, l'utilisation du matériel pédagogique et la mise à disposition du personnel d'animation et de surveillance font l'objet d'une convention établie entre la ville de Marly et la ville de Saint-Saulve. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer avec la ville de Saint-Saulve la convention de mise à disposition de cet équipement ainsi jointe en annexe. Donc vous avez en annexe, comme d'habitude, les créneaux d'utilisation de la piscine de Saint-Saulve pour les 2 semestres de l'année scolaire 2018-2019. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Caillard. Merci, Jules. Y a-t-il des demandes d'intervention? Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons avec une subvention exceptionnelle 2018 à l'association Philippe Zuliani, présentée par notre collègue Madame Laurence Morel. À toi, Laurence. Merci, monsieur le maire.
Alors après cette magie de Noël là, qui a débuté le 8 décembre avec la compagnie Pascal Meurice et son Noël à l'orphelinat, après notre superbe marché de Noël, après les spectacles offerts aux écoles, les chocolats de Saint-Nicolas, la coquille, les clémentines, tout ce qui fait éblouir un petit peu les yeux des enfants, nous allons donc passer au mois de janvier. Donc le 11 janvier, nous nous retrouverons pour les vœux du maire. Et le 13 janvier, eh bien voilà, il y a le concert du Nouvel An qui pourrait être, si vous l'acceptez, joué par le jeune orchestre du Hainaut Cambrésis. Donc la municipalité a été sollicitée par l'association Philippe Giuliani afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'organisation du concert du Nouvel An le dimanche 13 janvier 2019 à la salle Dumont. À cette occasion, le jeune orchestre se produira. Il est proposé donc au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 1 500 €. Bien. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette subvention? Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas et je cède maintenant la parole à Madame Virginie Melki-Tétini. À toi, chère Virginie, pour une subvention exceptionnelle au lycée François Mansart. La municipalité a été sollicitée par le lycée François Mansart afin d'obtenir une subvention exceptionnelle dans le cadre du projet Sport et Anglais pour une mobilité européenne. Le projet 2018-2019 consiste en un déplacement dans un lycée à Ballyonnis, en Irlande, au mois de mars, qui permettra d'échanger en anglais avec d'autres élèves et de proposer une rencontre sur la thématique du sport et plus particulièrement des sports locaux, football gaélique et hurling. Les élèves irlandais viendraient à Marly au mois de mai. Donc il est proposé au conseil municipal de voter pour une subvention de 500 €. Et moi, je me permets, je profite également de cette demande pour, alerter un petit peu sur ces demandes exceptionnelles qui sont faites au niveau des lycées et des collèges, notamment sur le collège de Marly, où aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de solliciter une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour pouvoir fonctionner. Donc, membre du conseil d'administration du collège de Marly, on a été alerté sur le fait qu'en 5 ans, les subventions du département ont diminué de 100 000 €. Donc on a été vraiment très surpris de cette somme. Donc des choix doivent être faits, et notamment sur le voyage en Angleterre, qui au collège aujourd'hui ne peut pas s'effectuer. Donc le collège fonctionne sur des fonds de réserve, par faute de fonds de roulement. Donc quand on voit une demande de subvention exceptionnelle sur un départ en Irlande, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais parfois, je souhaite quand même tirer la sonnette d'alarme sur la santé de nos lycées et de nos collèges. Voilà. Très bien. Pour venir à cette subvention, proposition, oui, Madame Assia Costanzo, et après, Monsieur... Peut-être que Assia voudra réagir sur le fond de la délibération, mais c'est un peu plus sur la forme. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose de constructif de mettre en cause les autres institutions que sont le département et la région de manière systématique pour faire de la politique politicienne au niveau de notre ville. Ça fait pas vraiment avancer la cause de notre ville quand on demande des subventions à ces mêmes institutions dans d'autres domaines. Sur le collège, c'est les baisses dont vous parlez. C'est des reprises qui ont été faites sur les fonds de réserve parce que les fonds de réserve étaient trop importants dans les collèges. L'année dernière, il y a eu un ajustement à faire au niveau du collège de Marly parce que la reprise avait été trop forte. On a été alerté, on a fait immédiatement la correction des 10 000 €. Et sur les activités pédagogiques, j'ai moi-même versé des subventions pour que les enfants puissent partir en voyage linguistique notamment. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de systématiquement mettre en cause le département ou la région pour vos histoires politiques et pour les histoires d'élections municipales qui auront lieu quand même dans plus d'1 an maintenant. Et on a encore du travail à faire dans cette ville et ce serait bien quand même de rester un peu calme.
Si je peux me permettre, ce n'est pas une question d'histoire politique, c'est tout simplement une question de réussite pour tous. Parce que certains élèves sont lésés, n'ont pas la possibilité de voyager, n'ont pas la possibilité d'aller découvrir d'autres pays. Donc s'ils peuvent le faire dans le cadre d'un collège ou dans un lycée, c'est tout à l'honneur de ce lycée et de ce collège et des professeurs qui encadrent ces élèves. Donc non, je souhaite vraiment alerter sur la santé des collèges et des lycées, parce que ça devient vraiment dramatique. Ce n'est pas sur nos enfants, ce n'est pas sur nos familles qu'il faut faire des économies, c'est ailleurs, mais certainement pas dans cette catégorie-là. Très bien. Alors, Madame Assia Costanzo. Oui, pour moi, avant de participer au vote, je voudrais être tout à fait clair, hein, je suis à l'initiative de ce projet et je suis également membre du conseil d'administration du lycée François Mansart. Est-ce que je peux participer au vote dans cette condition-là? D'accord, voilà. C'est pour ça que je fais la... Je ne vote pas. Bien, je propose, pour comprendre, hein, M. Verfeuille, vous savez, par rapport à la question, il faut pas mal le prendre. Mais on a été... Non, mais c'est sérieux. J'ai été alerté, moi, le fait qu'il y a eu 100 000 € en moins sur les dernières années pour le collège de Marly. À partir de là, c'est logique. Et j'ai fait une lettre au président du département pour lui demander s'il pouvait revoir cette situation. Ça fait partie, comme on dit, là aussi, de la démocratie participative. Sur ce, on passe au vote de cette subvention au profit de nos enfants du lycée professionnel. François Mansart, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Nous en avons terminé, mais n'oubliez pas de venir signer le registre des délibérations, s'il vous plaît.